Bonjour et bienvenue à tous dans cette réunion d'information syndicale organisée par l'UFICT-CGT, Organisation nationale de la CGT Mines et Énergie, qui rassemble les ingénieurs, cadres et techniciens du secteur de l'énergie et dont je suis la secrétaire générale. Cette réunion d'information syndicale se déroule dans un format un peu inhabituel, évidemment comme l'exige la situation sanitaire. Cependant, malgré le contexte, il nous a semblé essentiel quand même de pouvoir vous donner des éléments de compréhension sur la situation des entreprises de notre secteur, et en particulier nos deux entreprises historiques que sont Engie et EDF. Donc, durant l'heure et demie que nous allons passer ensemble, nous essaierons de vous apporter des éléments de réponse aux questions que vous pouvez vous poser de manière très légitime. Donc des questions quant à la mise en œuvre et aux objectifs de ces stratégies, ou encore sur les risques à moyen et long terme, tant sur le plan de l'avenir industriel que sur celui de nos emplois. Enfin, on verra ensemble qu'un autre avenir est possible, contrairement à ce qu'on peut nous laisser entendre. Donc un autre avenir pour nos entreprises au travers du programme progressiste de l'énergie proposé par la CGT, qui constitue, on le verra, une véritable alternative. Je remercie d'ores et déjà Delphine Leblanc, qui est élue au CSE d'Engie Corporate, et Philippe Lepage, qui est administrateur salarié d'Engie, qui interviendront tous les deux pour la situation d'Engie, et Jean-Paul Rignac, qui est administrateur salarié d'EDF, et bien sûr qui nous éclairera sur la situation d'EDF. On a aussi, alors vous voyez pas, je crois que vous ne les voyez pas, mais Pascal Cabantous et Marc Faro qui sont en back-office pour gérer les questions, les diaporamas, etc. Donc, avant de donner la parole à Delphine, Philippe et Jean-Paul, juste quelques consignes sur le déroulement de cette réunion. Donc, vous ne pouvez pas communiquer avec nous verbalement. Vous pouvez simplement communiquer avec nous par écrit, donc dans le pavé questions-réponses que vous devez trouver en bas de l'écran. Donc, on essaiera de répondre au fur et à mesure à vos questions, au fur et à mesure du déroulement de la réunion, on essaiera d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser. Voilà, maintenant, Delphine, je vais te laisser la parole. À toi, Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter un peu ce qui se passe chez Engie en ce moment. Vous m'entendez bien? Ok. Donc le diaporama va arriver. Donc je l'ai intitulé Engie le début de la fin parce que c'est un peu notre sentiment si on laisse faire les choses telles qu'elles sont. Donc, je vais commencer par un peu un historique. Donc, je m'excuse déjà auprès de mes amis d'Engie qui connaissent déjà d'où on vient, mais pour tout le monde, c'est pas mal de savoir un peu ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a prévu maintenant. Donc, on va passer à la suite. Voilà. Donc, Engie avant-hier. Donc, pour les plus anciens d'entre nous, Engie avant-hier, c'était Gaz de France, l'entreprise intégrée comprenant l'amont et l'aval centrée sur le gaz comprenait entre autres les activités d'exploration-production, les infrastructures, transport, distribution, stockage, terminaux, l'achat, le négoce de gaz, le commerce pour la vente de gaz, les sièges et les fonctions support et un centre de recherche intégré. Engie hier, jusqu'à hier, donc en 2008, nous avons été fusionnés avec Suez. Donc, on est devenu le groupe GDF Suez et par la suite Engie. Donc, qui est composé de ex-Gaz de France pour la partie gaz et ex-Suez, grosso modo, pour la partie électricité. La stratégie post-fusion, plus les politiques cochères, donc je fais des grandes lignes et des grands raccourcis, ça a été de dire que le gaz c'est has-been, c'est dépassé, et que l'avenir est dans les services, ce qui a mené à ce qu'on appelle aujourd'hui les Engie Solutions. Ça passe par la consolidation et l'acquisition d'entreprises de services, donc certaines qui existaient déjà dans les groupes Suez et Gaz de France, mais également par l'achat d'autres services. Donc on peut citer les entreprises comme Cofeli, Axima, Endes, Avélis, Nineo et bien d'autres. Et c'est traduit, comme pour beaucoup d'entreprises ces dernières années, par une ouverture sur le monde en achat et en se déployant dans beaucoup de pays de par le monde. Engie aujourd'hui, c'est ex de Gaz de France, à quelques détails près. C'est que l'exploration de production a été vendue, les infrastructures de transport et distribution, le stockage a été découpé en plusieurs entités.
L'achat gaz négoce a été coupé en deux et une partie qui était l'approvisionnement en GNL pour gaz naturel liquéfié a été vendue récemment. Le commerce a beaucoup évolué, et notamment par des externalisations, et est également affecté par la fin des tarifs réglementés actuellement. Les sièges et les fonctions support sont coupés en deux parties. On commence à voir les pointillés entre d'un côté le siège pur et de l'autre côté les fonctions support qu'on appelle chez nous GBS. Et la recherche qui était avant intégrée se retrouve morcelée dans différentes entités avec ce qui était le centre à Saint-Denis, pour ceux qui connaissent, on n'est plus que 150 personnes. Et un appauvrissement également des activités par morcellement dans différentes entités et également perte de personnel et de compétences. Le reste du monde, la stratégie, c'est de se... Donc, on a dit tout à l'heure que le gaz, c'était has-been. Maintenant, la stratégie, c'est se recentrer sur l'énergie et sur le gaz par la vente des entreprises de services. Donc, le bilan de Engie de demain sera l'ex-Gaz de France, plus les ENR pour énergie renouvelable. Donc, les risques encourus, les risques qu'on voit sont un risque de vente à la découpe, avec notamment Total qui lorgne sur le commerce et la partie négoce, et les infrastructures, donc baisse des parts de l'État au profit, dans un premier temps, de la Caisse des dépôts et consignations, mais ensuite à n'importe quel investisseur. Donc, l'Engie de demain. Donc, il y a eu un conseil d'administration récemment. On nous a présenté des pointillés et un découpage. Donc, ça concerne énormément la partie solution, mais ça affecte également la partie, notre partie au sens le gaz de France historique. Donc, il y aura le New Engie que vous voyez sur votre gauche avec l'ex-gaz de France et les ENR, le New Engie Solutions avec des infrastructures décentralisées et les services associés. Donc, c'est Engie Energy Service. Ce qu'on appelle maintenant Bright, qui est l'activité d'installation de maintenance associée, génie électrique et tout, qui, on voit bien un gros pointillé dessiné. Et ce qui était d'ores et déjà planifié, c'est la vente d'Endel. Donc, les conséquences sociales hors IEG, c'est la reprise totale ou partielle du personnel par des entreprises repreneuses, dans le meilleur des cas, ou licenciement si pas de repreneur. Et concernant les fonctions support qui sont aujourd'hui non intégrées dans les lots ACD, donc le meilleur serait qu'elles soient intégrées dans les entreprises ad hoc pour être vendues ensemble et ensuite traitées, reprises dans l'entreprise repreneuse, ou dans le pire des cas, licenciées car doublon. Pour les IEG, je pense que cette partie est également sur la deuxième, sur l'autre slide. Donc, il y a un diagnostic social en cours. Donc c'est passé dans les CSE des fonctions sièges et support. Pour l'instant, ils n'annoncent rien de très précis, mais on voit qu'il y a bien quelque chose puisqu'ils ont annoncé qu'il y avait un diagnostic social. Et ce qu'on suppute, c'est qu'il y a quand même on suppute, mais ça paraît logique, qu'il y aura un impact à court et moyen terme sur le siège et fonctions support et la recherche, notamment pour toutes les personnes qui travaillent de près et de loin avec Engie Solutions. Donc voilà, Philippe et moi sommes disponibles pour toutes vos questions concernant les plans d'Engie, tout ce qui se passe chez Engie en ce moment, et on répondra à tout ce qu'on peut avec les informations qu'on a aujourd'hui. Merci de votre attention. Alors, si je peux me permettre, en complément de ce qu'a dit Delphine, bonjour à tous tout d'abord. Donc, je suis Philippe Lepage, l'administrateur salarié d'Engie. Et je suis également administrateur salarié d'LNJ, la filiale des terminaux méthaniers, depuis la fusion en fait, et la création et le découpage déjà de ce que l'on appelait la direction production transport, qui recouvrait de façon intégrée et simplissime toute l'activité de gaz de France, depuis la distribution chez nos clients, que ce soit nos clients, je dirais, individuels comme vous et moi, et nos clients professionnels en B2C, B2B,
le transport de gaz. Donc, ce que je viens de dire, c'est ce que vous aurez détecté comme étant le distributeur, GRDF, le transporteur également, GRT Gaz, le stockage à l'époque, et puis les terminaux méthaniers. Donc, en amont déjà de la fusion, il y avait eu la création de GRT Gaz, si vous vous souvenez, qui avait été découpée de façon à faire rentrer des minoritaires. Et puis après, post-fusion, on a continué à découper l'entreprise avec la distribution, le transport, le stockage, les terminaux méthaniers. Donc, c'était déjà un peu les prémices de ce qui se passait. En complément de ce qu'a dit Delphine également, et dans les sessions du slide NJ demain, il y avait l'entreprise Endel, qui est une entreprise en fait que vous connaissez, vous les électriciens, comme étant un des principaux, je dirais, donneurs d'ordre, un des principaux, je dirais, mainteneurs dans le parc de centrales, qui soit classique ou nucléaire, et qui contribue à ce que sera l'évolution des tranches nucléaires demain et leur prolongation d'opération. En plus de ces sessions, vous aurez, je pense que ça ne vous a pas échappé cet été, détecté l'imbroglio judiciaire de la cession de l'entreprise Suez, avec un achat assez surprenant de Veolia de 29,9% des parts. Et puis également, dernièrement, on continue à découper l'entreprise avec une pépite technologique et une pépite qui contribue pour à peu près la moitié du budget de recherche d'Engie aujourd'hui, qui s'appelle GTT, qui est Gas Transport Technigaz, qui est le leader mondial incontesté de la construction de membranes de confinement, en particulier pour les navires méthaniers. Et là, j'attire votre attention parce que EDF avait un terminal méthanier à Dunkerque, si vous vous souvenez, qu'il a cédé en faisant je dirais, une revue de portefeuille assez récemment. Et il faut savoir que le GNL, le gaz naturel liquéfié, a une importance autour du globe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les transports de GNL vont suppléer au transport de gaz par pipe, tout simplement parce qu'ils minimisent les impacts géopolitiques, et puis également pour des raisons géographiques, puisque les gisements sont de plus en plus loin, de plus en plus éloignés des lieux de consommation. Donc rien que l'année dernière, en 2019, vous avez une consommation de gaz naturel liquéfié pour toute l'UE qui a augmenté de 465 TWh. Donc ça va vous éclairer parce que 465 TWh, c'est à peu près ce que consomme la France en énergie électrique. Et c'est aussi ce qu'elle consomme en énergie gaz. Voilà pour les éclairages. Et comme Delphine, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, j'ai 3 questions qui sont arrivées. Donc, une question de Joël qui dit quid des actifs d'infrastructure, réseau transport et distribution, quid des propriétés de concession. Bien sûr, il y a une question aussi sur le statut du personnel. Une autre qui dit mais quel espoir on a. Et enfin, bonjour, si on compare New Energy en taille avec les autres énergéticiens, cela peut-il faire craindre une OPA ou des OPA sur les différentes entités que sont GRT, GRDF, Storengy, etc. Je ne sais pas si tu veux répondre, Delphine, ou si je réponds. Alors, en ce qui concerne les actifs, pour l'instant, actifs de distribution GRDF, pas question, puisque compte tenu des éléments, je dirais, financiers de la fusion, il y a une épine, on va dire, une épine fiscale dans le pied d'Engie qui fait que si jamais nous voulions ouvrir le capital de GRDF, nous serions immédiatement redevables d'à peu près 2 milliards d'euros. Donc 2 milliards d'euros, ça fait quand même une petite somme et on va dire qu'en l'état, l'entreprise n'est absolument pas favorable. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'interview du président Clamadieu au Sénat le 4 novembre, il le dit très clairement. Pour autant, et lors de la réunion stratégique du mois de juillet, et d'ailleurs conformément à ce qu'il a dit au Sénat, il a embrayé pour céder un peu plus de parts de capital de GRT Gaz, mais tout en conservant le contrôle, bien évidemment. Donc, détenant 75%, c'est-à-dire 75-25, 75 NJ et 25
la SIG, la Société d'infrastructure gazière détenue par CNP Assurance et puis la Caisse des dépôts et consignations, en allégeant de 10% à peu près, en descendant jusqu'à 65% du capital, ça va libérer un bon milliard de capital pour entrer dans les caisses et servir à une rotation de portefeuille, à des acquisitions ou à un redéploiement stratégique, comme l'a énoncé tout à l'heure Delphine, qui serait de se redéployer sur les infrastructures. Quand on dit les infrastructures, ça veut dire les infrastructures tant gazières que électriques, mais pas dans l'UE, vous l'aurez compris, plutôt à l'étranger. Donc, qui se concentre souvent, vous l'avez vu avec TAG, le réseau de transport brésilien, qui a été cédé par Petrobras, et puis également en Amérique du Nord avec des actifs qui sont des actifs de transport électrique, en Amérique du Sud également, c'est ce qu'il dit être des infrastructures. Donc, pour l'instant, on peut considérer qu'il n'y a pas encore le feu dans la maison, quoique sur les infrastructures, mais bien avec ce qu'il vient de se passer pour l'ARE 2020, peut-être que le Conseil va à nouveau se réunir, puisque en fait nous avions basé la stratégie sur, on va dire, un business du gaz qui perdurerait d'ici à 2050. Or, on voit bien que le but avoué par Barbara Pompili ou par l'État n'est pas de préserver le gaz, qu'il soit d'ailleurs du gaz fossile ou du gaz renouvelable. Et ça, c'est un virage qu'il faut considérer, bien évidemment. Sur la possibilité d'OPA, pour en finir avec les questions, je crois, alors, bien évidemment, puisque si on prend un groupe de 170 000 qu'on coupe en deux, puisque c'est très exactement arithmétiquement la même chose, c'est une possibilité qu'on relativise pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous aurez noté la semaine dernière la prise de décision qui était celle, on va dire à demi-mot, de ne pas continuer la production électronucléaire en Belgique. Et bien évidemment, il n'y a pas grand monde qui va vouloir reprendre des actifs ou de prendre part dans une société qui va avoir à gérer ses provisions de démantèlement et surtout à combler en totalité ce fonds pour les provisions à travers l'entreprise qui s'appelle Synatom. Et je crois que j'en ai terminé avec la série des questions. J'espère ne rien avoir oublié. Il y en avait une nouvelle sur Endel. Donc Endel est un prestataire majeur d'EDF pour la maintenance des centrales nucléaires. Est-ce qu'il y a un risque, et qui pourrait racheter Endel? Alors, évidemment, alors d'une part, il y a un risque parce que depuis longtemps et lorsque il a voulu créer, enfin, le management a voulu créer NJ Solutions, qui est en fait un rassemblement parce qu'il faut savoir qu'avant ce plan de découpage, il y a eu une querelle, j'en ai pas parlé, une querelle de gouvernance. Et lorsque la décision a été prise de céder Endel, c'est une décision essentiellement du président, qui considère qu'il n'y a pas matière à souder des canalisations ou à faire des réparations sur les centrales nucléaires. C'est pas très vendeur. Donc comment ça s'est opéré? D'abord, on a fait des offres qui étaient un peu contre-productives aux grandes dames de nos copains d'Endel, de la CGT, et donc on a perdu les marchés progressivement et on s'est fait prendre les appels d'offres par des nouveaux entrants qui étaient inconnus, qui sont beaucoup plus agiles et qui n'ont pas toutes les strates d'organisation, de fonctionnel d'Engie Solutions ou d'Endel intégrés pour partie à l'époque en 2018-19 encore à ce qu'étaient les prémices d'Engie Solutions. Évidemment qu'il y a un risque, Il y a un plan de départ massif chez Endel. Il faut savoir que les compétences sont bien réelles sur le parc nucléaire. On a des copains qui sont extrêmement compétents et qui défendent leur crèmerie, c'est le cas de le dire. Il y a un risque à travers celui qui l'achèterait. Pour l'instant, il y a des banques d'affaires, mais je n'ai pas vu, à ma connaissance, d'offres qui commençaient à être remises et de tendances d'acquisition. Alors, j'ai beaucoup de questions là sur le risque qu'il y a sur le statut des industries électriques et gazières et surtout sur l'avenir. Est-ce qu'il y a un espoir? Quelles sont les marges de manœuvre
Donc, j'ai envie de dire que, bon, sur les marges de manœuvre et sur l'espoir, donc on verra le programme progressiste de l'énergie, qui est une solution crédible qu'on oppose à ces projets-là. Les espoirs, il y en a toujours. Après, ça dépendra aussi de la capacité des salariés à s'opposer, à se mobiliser. Ça compte. D'où l'organisation, d'où l'idée d'organiser aujourd'hui ce séminaire. Voilà, moi, pour ce que j'aurais à vous dire, mais peut-être que Philippe, Delphine, vous avez d'autres éléments à nous apporter sur les espoirs. Alors pour le statut, bien évidemment, on ne peut qu'être inquiet, hein. Je vous rappelle quand même que lors de la fusion, les personnels de Gaz de France représentaient à peu près 50 ou 53 000. Enfin, le Gaz de France, ça représentait dans la fusion à peu près 53 000 personnes. Le statut, les gens au statut, si on intégrait, puisqu'à l'époque la distribution d'EDF et de Gaz de France était ensemble, donc avec des mixités, on avait donc un truc un peu plus difficile à évaluer, mais en fait de 53 000 et puis une fusion avec Suez qui nous a porté à 230 000 personnes, il y a eu déjà un premier problème lors de la fusion. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Le premier problème, il a été d'intégrer une entreprise qui était une entreprise qui faisait exclusivement Suez appel à des conseils, et on avait des grands juristes qui étaient des juristes professionnels qui faisaient leur cahier des charges, etc., et qui étaient payés chez Gaz de France le prix d'une assistante chez Suez. Donc imaginez dès lors comment harmoniser déjà les éléments de paie. Ça a été extrêmement difficile. Et puis après, on a pris le pli de ce qu'était Suez avec tous ses travers, et on a créé une société au Luxembourg qui s'appelait la Manco et qui paie les cadres dirigeants ou un peu plus largement les personnes en vue du groupe sur une plateforme au Luxembourg. Donc ça vous laisse imaginer que à côté, le statut de Gaz de France ou le statut des IEG, pour ceux qui avaient le loisir de le quitter et d'avoir ce genre de choix, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Après, il nous reste les ingénieurs, les cadres, les techniciens, les salariés. Effectivement, c'est extrêmement précaire parce que quelquefois les offres d'emploi, avant, c'était extrêmement cadré dans les offres d'emploi, d'abord en interne et puis après à l'externe. Maintenant, c'est plus du tout cadré, ça c'est le premier point. Et il y a un deuxième problème non des moindres, c'est que nos entreprises, et je ne pense pas que la RE 2020 arrange les choses, n'intéresse personne ou n'intéresse pas les jeunes. Avant, on avait par exemple sur des postes qui étaient des postes opérationnels, pléthore de candidats de l'aide de motivation, candidature spontanée. Et le problème maintenant, c'est qu'on est obligé de faire des salons métiers, des salons dans des lycées, des collèges, etc., pour essayer de ramener des gens soit qui ont déjà un métier par le biais de la filière professionnelle, ou soit des gens en devenir, mais ça n'intéresse pas les gens. Les métiers de l'énergie sont, je dirais, assez délaissés. Je fais des salons assez régulièrement pour essayer d'intéresser des jeunes sur les sites opérationnels, etc. Et j'avoue que c'est relativement difficile. Donc, je ne vous cache pas que pour l'avenir, je suis relativement pessimiste. Et puis, compte tenu également du morcellement des entreprises, vous l'avez vu et Delphine l'a très bien décrit, le morcellement des entreprises, en fait, on a un management qui fait comme communication aux salariés que, par exemple, la grève d'aujourd'hui, ça ne les concerne pas puisque c'est une grève qui concerne EDF. Et le tout avec d'autres organisations syndicales qui se gênent pas pour communiquer largement. Je vois dans ma BU en disant qu'ils ne sont pas partie prenante alors que leur coordination dit clairement qu'il faut être dans la bataille. Donc on a vraiment une confusion des genres, et aussi une confusion des genres qui est due à un manque de formation syndicale évident, et à un espèce de corporatisme qui est organisé sciemment et qui fait que les gens sont dans leurs petites entreprises. Et en fait, ce qui est en train de nous arriver sur le coin du nez, c'est qu'on a un État pour partie encore actionnaire chez nous et puis beaucoup plus chez EDF, qui déstructure les entreprises et qui va totalement au détriment de ce que Virginie a détaillé comme étant une PPE qui serait une PPE de bon sens. Et nous, on fait rigoureusement le contraire. Bon, pour GRDF, on va dire dans l'immédiat, il n'y aura pas forcément de
problème de statut. Par contre, comme je l'ai dit dans un de mes transparents, il y a des emplois et des parties qui peuvent être à court, moyen terme peut-être impactés, puisque la définition du statut, c'est ceux qui transportent, distribuent, vendent, stockent de l'énergie. Les fonctions support n'en font pas partie. Et tous les découpages qu'on voit, tous les pointillés qu'on voit, fait que si on sort, par exemple, d'NGSA le commerce, donc rien n'est exclu, ça voudrait dire que les fonctions support et le siège pourraient perdre le statut. C'est déjà arrivé dans le passé. Ils ont déjà satellisé notre DSI, donc ce qu'on appelle aujourd'hui NGIT, qui est la DSI du groupe NJ. Ils l'ont sorti dans une filiale et ils ont été voir les gens en disant vous ne vendez pas, vous ne distribuez pas, vous ne transportez pas du gaz, donc vous êtes à la convention Syntec. Donc oui, à court ou moyen terme, on n'est pas à l'abri de ça. Et aujourd'hui, les postes, quand ils sont republiés, c'est ça aussi qu'il faut dire, par exemple dans les fonctions support, les postes IEG commencent à être publiés dans des statuts, dans d'autres statuts, dans d'autres entreprises du groupe. Donc il y a déjà des choses à la manœuvre, quoi. Donc on ne se laisse pas faire évidemment, mais voilà, c'est pour répondre à la question que faut être très vigilant. Et si vous me permettez de compléter sur GRDF, comme le disait Delphine, puisque la question de l'actionnariat de GRDF a été évoquée tout à l'heure, je pense que le problème ne se pose pas en termes d'actionnariat de GRDF, il va se poser en termes de renouvellement des concessions. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de régions qui s'activent. On a les entreprises locales de distribution, mais on a aussi des régions, à travers leur couleur politique, qui font un maximum de lobbying pour que on change de paradigme, qu'on intègre de plus en plus d'hydrogène dans les régions. On dit tout et n'importe quoi. L'intégration également des ENR sur les réseaux énergétiques font qu'on essaie ou on arrive de plus en plus à faire croire aux citoyens lambda des choses, et ça risque d'être un peu catastrophique. Alors, je reviens à la RE 2020 de tout de suite. Imaginez qu'on vulgarise l'idée que le gaz est plus essentiel et que d'ailleurs il ne sert à rien parce que vous payez une facture pour pas grand-chose. Une pompe à chaleur ferait fort bien le travail. Bien évidemment que ça va pas bien se passer puisque le réseau de distribution et puis si on remonte les stockages et également le réseau de transport, s'il ne véhicule que moins de gaz, la charge à répartir sera sur beaucoup moins de clients et donc le prix de façon arithmétique va grimper. Merci. On va prendre les dernières questions donc, qui reposent sur les passerelles pour passer d'une entreprise à l'autre, sur d'Engie à EDF, etc. Il y a aussi quelqu'un qui nous fait remarquer que l'idéal, ce serait peut-être la fusion dans l'avenir, la fusion d'EDF et d'Engie. Ça, on savait que ça viendrait. Et une question sur l'inquiétude aussi des salariés de la CHEM qui sont inquiets. Alors pour les passages d'un groupe à un autre, faut savoir, enfin si personne d'entre vous n'a fait le chemin inverse, que ça compte pratiquement comme une c'est très difficile. C'est très difficile pour deux raisons. La première, c'est que je pense que vous êtes déjà plein comme un œuf et qu'il n'y a pas autant de postes à pourvoir côté EDF pour absorber tous les camarades d'Engie qui auraient besoin de partir. C'est déjà ce qui s'est passé côté fusion, mais bon, je pense que il y a plus vraiment la place. Et que vous en aurez peut-être bien besoin pour vos transferts que Jean-Paul vous expliquera après. Ensuite, et administrativement, ça devient difficile et c'est des fois même compté comme nous, techniquement, c'est presque une démission en fait. On est obligé de démissionner d'Engie pour aller côté EDF ou Enedis ou quoi, ok. Je réponds à la dernière question qui est la date d'échéance. Alors, bon, là, on est calé sur des CSE et autres. La vente, les premières choses vont arriver, on va dire, courant février. Pour l'instant, on est dans le flou total. Les directions sont très, très muettes sur les potentiels impacts. Sur les potentiels impacts. Donc, on pense que c'est pas anodin, mais on a du mal à entrevoir un peu ce qui va se passer. Et pour la CHEM, je pense que je vais lâchement laisser Philippe répondre. La CHEM, je pense que c'est une question de mon camarade Claude Etchelamendi. Il a fort raison de poser la question.
La question de la Chem, qui est une petite entreprise dans les vallées pyrénéennes, enfin, c'est le plus petit hydraulicien, entre guillemets. La grande question pour la Chem, c'est de savoir si elle ne va pas faire l'objet de monnaie d'échange dans les tractations qu'il y a entre l'État et l'UE, et avec comme arbitre la DGEC. J'ai posé la question au directeur, au patron de la DGEC, Laurent Michel, il y a peu, lors du conseil. C'est une vraie question et pour l'instant, elle n'est pas tranchée, malheureusement, mais c'est une vraie question et elle est assez aiguë, surtout pour les camarades de la chaîne. Mais je veillerai avec beaucoup d'attention, Claude. Il n'y a plus de questions sur Engie. Moi, je vous propose qu'on passe maintenant à la situation d'EDF. Jean-Paul, si tu en es d'accord, et j'espère que c'est le cas, si tu es prêt. Donc, Jean-Paul, je te laisse la parole. Merci à Philippe et à Delphine. Donc, je me présente Jean-Paul Rignac. Moi, je suis à la R&D d'EDF. Et donc, je suis administrateur salarié parrainé par la CGT. Et donc, ce matin, je vais vous parler de ce qu'on sait sur Hercule. Le problème d'Hercule, c'est que, vous l'avez vu, c'est des discussions qui sont très opaques. Et en fait, les informations qu'on peut avoir, c'est des fuites et c'est pas vraiment des informations officielles. Donc, il faut prendre toutes ces informations à l'instant où on est, sachant que ça discute entre l'État et la Commission européenne et que le risque, c'est qu'effectivement, on soit mis devant un dossier qui soit complètement ficelé au dernier moment. Donc, sur ce PowerPoint, vous avez vu vous verrez la première photo, c'est effectivement un peu le symbole de ce plan Hercule, hein, c'est-à-dire que la volonté qu'il y a derrière, c'est effectivement de couper la boîte EDF pour effectivement en sortir un maximum d'argent. Vous pourrez regarder d'ailleurs dans la presse qu'aujourd'hui, il y a des activités qui sont purement renouvelables et qui sont hyper valorisées à la bourse. Et c'est ce que va chercher ce plan, c'est-à-dire d'isoler certaines parties qui pourraient fortement intéresser la bourse et faire grimper les actions pour mettre de notre côté ce qui peut être risqué. Alors tout d'abord, on va regarder déjà l'état d'EDF aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a déjà eu des coups de canif, on va dire, dans l'entreprise intégrée au travers du départ de RTE. Aujourd'hui, vous savez que pratiquement la moitié d'RTE est détenue par la Caisse des dépôts et consignations, pratiquement 30%, et la Caisse nationale de prévoyance. Ça a été un premier coup de canif dans l'entreprise intégrée qui avant comportait RTE à l'intérieur d'EDF. La part de l'État aujourd'hui dans EDF, vous voyez qu'elle est de 83,7%. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi qui impose que l'État détienne à minima 70% des parts d'EDF, des actions d'EDF. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la part des 83,7%, en fait, l'État en propre, il n'en détient que 71%. Le reste, pour aller à 83,7%, il est détenu par la Banque publique d'investissement. Donc, la Banque publique d'investissement, vous le voyez surtout dans la période un peu difficile qu'on traverse, eh bien, c'est une institution qui va investir dans certaines entreprises à un moment donné, mais qui à un autre moment va pouvoir s'en retirer. Donc, vous voyez que au travers de la part de l'État qui est entre l'État et la Banque publique d'investissement, eh bien, il peut se passer des choses à EDF tant que, tout en respectant effectivement cette loi des 70%. Ensuite, si on descend un peu dans EDF, eh bien, vous voyez que dans EDF, il y a du bleu, il y a de l'orange. Donc, le bleu, on va dire que c'est toutes les activités qui sont au statut. Et l'orange, c'est toutes les filiales qui sont dans le groupe EDF, mais qui ne sont pas au statut. On voit que de plus en plus à l'intérieur de business unit, vous voyez les colonnes, c'est plutôt des business units, eh bien, on peut avoir des entreprises qui sont au statut
et des entreprises qui n'y sont pas. C'est par exemple le cas, on voit, de la production des PNT, c'est la production nucléaire et thermique. Eh bien, à l'intérieur de cette business unit, il y a aussi Framatome, et Framatome, c'est une filiale qui n'est pas au statut. Bon, vous voyez aussi que, eh bien, sur la droite, vous avez EDF Renouvelable, on l'a vu dans l'exposé précédent, EDF Renouvelable qui pourtant produit de l'électricité. Les agents d'EDF Renouvelable ne sont pas au statut. De plus en plus, on voit que donc il y a une mixité qui est faite entre des entreprises au statut, des entreprises qui ne sont pas au statut, et ça, eh bien, c'est effectivement déjà, on va dire, un coin qui a déjà été enfoncé dans l'entreprise intégrée EDF. Alors, il y a une filiale qui est particulière, qui est Enedis, ou qui, elle, est au statut, mais qui a des activités qui sont totalement régulées. Et donc, on va voir que cette filiale, elle va faire partie d'une partie de la casse d'EDF qu'on va voir dans le transparent suivant. Donc là, vous voyez sur ce transparent, c'est une entreprise EDF qui est totalement intégrée. Donc, sur le transparent suivant, on voit que là, c'est le projet Hercule tel qu'on le connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire une casse en deux de l'entreprise avec d'un côté un EDF qui était appelé un EDF bleu, donc qui rassemblait toutes les activités de production nucléaire, de production thermique, de production hydraulique. Et puis une partie verte qui est sur la droite, qui a rassemblé tout le reste. Alors, quel était l'objectif en fait de tout ça? Eh bien, l'objectif, c'est de mettre tout ce qui a un risque. Pourquoi le nucléaire, il y a un risque? Parce que, si vous voulez, le démantèlement des centrales nucléaires, alors il faut savoir que le démantèlement, il est provisionné actuellement dans les comptes d'EDF, c'est-à-dire que EDF a mis de côté tout l'argent nécessaire pour démanteler ces centrales, mais le risque, il est sur est-ce qu'on a bien évalué le montant de ce démantèlement? Eh bien, donc ça fait peser un risque. Il faut savoir que ce démantèlement des centrales nucléaires, ça représente des dizaines de milliards d'euros. C'est tout à fait officiel. Vous pouvez aller le regarder dans les documents de référence d'EDF. Tout ça est tout à fait expliqué. Mais il y a effectivement ce risque qui dit est-ce qu'il ne va pas y avoir un débordement par rapport à ce qui a été prévu. Et donc, ça, les financiers, ils n'aiment pas trop. Quand il y a un risque, ils n'aiment pas. C'est pour ça que, donc, il y a cette volonté de mettre d'un côté cet EDF bleu avec ce risque potentiel et d'isoler une partie verte qui, elle, intéresse beaucoup la bourse, notamment au travers des énergies renouvelables. Et ça, vous pourrez regarder les valorisations en bourse. Vous voyez, hier, il y avait un article dans Les Échos qui parlait de la société Ørsted, qui est valorisée 20 fois son EBITDA, alors que EDF est plutôt valorisé 2 fois son EBITDA. Vous voyez pourquoi? Parce qu'Ørsted, ils n'ont pratiquement que du renouvelable. Et donc, eh bien ça, la bourse en est friande. Et donc, c'est l'exercice qui est fait au travers de cet Hercule, c'est-à-dire isoler ceux qui, une fois qu'ils seraient placés à la bourse, pourraient rapporter beaucoup et donc rapporter de l'argent pour réaliser la transition énergétique qui est inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça, c'était le schéma qu'on avait jusqu'à présent. Un EDF bleu qui serait détenu par l'État de 80 à 100%, sans qu'on ait plus de précision, hein. Et puis un EDF vert qui, lui, serait plutôt privatisé, vous voyez, à peu près à 35%. Voilà, donc il y a des entités dont on ne sait pas ce qu'elles deviendraient. Ben, tout ce qui est un peu commun à ces deux ensembles, vert et bleu, la recherche et développement, mais aussi tous les services, on va dire, centraux, que ce soit le siège ou les fonctions tertiaires et d'appui de la DTEO. Voilà. Et puis, il y avait quand même des incertitudes sur l'hydraulique, puisque vous savez qu'il y a aussi en parallèle donc, des concessions qui pourraient être mises en concurrence une fois qu'elles arrivent à échéance. Donc, il y avait beaucoup de questions sur ce schéma de l'Hercule qu'on connaissait en 2019. Et donc, en 2020 est apparu un nouvel Hercule. Et alors là, on casserait pas EDF en deux, mais on le casserait en trois.
Donc, c'est encore, on va dire, une solution encore pire, hein, où donc là, vous voyez qu'il y aurait un EDF Azur où on mettrait l'hydraulique au travers d'une quasi-filiale, une régie. Hein. Et donc, là, vous voyez que du coup, on aurait coupé en plus, on va encore plus loin dans le découpage d'EDF, hein. Sur tout le reste, sur la partie verte, il n'y a pas de gros changements, mais là, on distingue ce qui est l'hydraulique de ce qui est le nucléaire, parce que eh bien, l'hydraulique, c'est aussi quelque chose qui intéresserait beaucoup la bourse. Hein. Il faut savoir que quand même, l'hydraulique, c'est fondamental pour le nucléaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire marcher vos centrales nucléaires, en tout cas celles qui sont sur les fleuves, sans l'hydraulique, c'est-à-dire que si vous contrôlez l'hydraulique, eh bien, il peut y avoir des problèmes sur le nucléaire. On l'a vu cet été, s'il n'y a pas assez d'eau dans les cours d'eau. Hein. Donc, le fait d'avoir une entité qui soit hydraulique et nucléaire, c'est fondamental pour le fonctionnement des deux entités. Hein. Aller vers un schéma qui séparerait ces deux entités, eh bien, c'est aller au-devant de gros problèmes. Voilà. Donc, l'Hercule 2020, il est, on va dire, en résumé, encore pire que l'Hercule 2019, puisqu'il découperait bien l'entreprise EDF en 3 au lieu de la découper en 2. Alors, si on passe au transparent d'après et qu'on fait un peu une analyse, alors, dans ce nouvel Hercule 2020, eh bien, on voit que par rapport à l'Hercule de 2019, peut-être le capital serait moins ouvert que ce qui était prévu. Vous voyez, d'après les informations et toujours qu'on a pu avoir, ce serait une ouverture du capital à 30%. Mais dans le même temps, on nous dit que, eh bien, il y aurait une augmentation de capital de cet EDF vert, c'est-à-dire de nouvelles actions qui seraient offertes à la bourse pour financer de la dette. Vous savez que EDF a quand même une dette qui est importante, mais une dette qui permet aussi de renouveler ses moyens de production et de préparer la production électrique à long terme. Hein. Un investissement comme Flamanville, par exemple, qui a coûté de l'ordre de 10 milliards d'euros, c'est un investissement qui est fait aujourd'hui, mais qui va produire du courant pendant 60 ans. Donc, si vous voulez, ça permet à l'entreprise de préparer le futur. Et donc, eh bien, par cette augmentation de capital de l'EDF vert, ça ferait rentrer de l'argent dans l'EDF et on voit bien que ça serait aussi le désengagement progressif de l'État dans cet EDF vert, c'est-à-dire que c'est un début, hein, on l'a vu dans les différentes privatisations qu'il y a eu et Engie est un bon exemple. Eh bien, on commence par 30% et puis petit à petit, l'État se retire en récupérant au fur et à mesure quelques milliards d'euros au passage. Et puis surtout, donc, le gros problème de ce nouvel Hercule, c'est qu'on séparerait deux productions qui sont pilotables. Vous savez qu'on distingue les productions qui sont pilotables du type nucléaire, du type hydraulique ou thermique à flamme, des productions qui ne sont pas pilotables, du type éolien ou solaire, qui sont soumises au fait qu'il y ait du vent et du soleil. Donc, vous ne pouvez pas, a priori, prévoir leur production. Et donc là, dans ce nouvel Hercule, on séparerait nucléaire et hydraulique. Hein. Donc, des productions qui seraient en concurrence. On a dit que l'une dépendait de l'autre. Hein. Donc, vous voyez que ça peut aussi... on est sur le marché de l'électricité. Donc, on pourrait imaginer que, eh bien, pour faire monter le prix de l'électricité, il y aurait qu'à fermer les barrages, finalement. Ça ferait monter le prix de l'électricité, puis on ouvrirait les vannes quand le prix serait au plus haut. Et pendant ce temps, eh bien, le nucléaire ne pourrait pas produire, par exemple. Donc, on irait vers une désoptimisation technique et économique de la production, ce qui serait très, très, très mauvais surtout pour les usagers. Alors, ce nouvel Hercule, donc, eh bien, pourquoi c'est fait? C'est pour faire une sorte de troc entre l'État français et la Commission européenne. Vous savez qu'EDF, au travers de l'ARENH, c'est la production nucléaire historique d'EDF. Eh bien, EDF a l'obligation de vendre un quart. Alors, on dit un quart, mais attention, hein, on dit un quart, c'était un quart par le passé,
quand on produisait 400 TWh par an, mais cette année, on sera plutôt dans 325 TWh. En fait, c'est 100 TWh que fournit EDF à ses concurrents à un prix qui est très intéressant, de 42 € le mégawattheure. Ce prix n'a pas été réévalué depuis une dizaine d'années. Donc, en gros, EDF brade son énergie nucléaire à ses concurrents qui, eux, ne font que, finalement, commercialiser cette électricité et ne font que la revendre, finalement, à des particuliers ou des entreprises, sans absolument participer à l'effort de production de cette électricité. Donc là, il y aurait un troc pour essayer de revaloriser, parce que bien entendu, le fait qu'EDF brade son électricité, ça met EDF en difficulté pour réaliser ses investissements. Et donc, eh bien, là, le but, c'est donc de faire ce troc, on coupe EDF et on fait revaloriser ces 42 € pour avoir un prix plus intéressant. Alors, vous voyez que le risque, c'est que c'est le nucléaire historique. Jusqu'à présent, ça n'intégrait pas Flamanville 3. Et là, dans l'arène pourrait intervenir Flamanville 3 qui va rentrer sur le réseau d'ici un an. Donc, il y a aussi une incertitude sur le coût qui serait finalement atteint dans ce troc. On n'en sait rien pour l'instant. On ne sait absolument rien sur dans quel délai ça serait réalisé. Et puis, on ne sait non plus pas le volume. Vous savez que je vous ai parlé de 100 TWh que fournissait EDF à ses concurrents, mais une loi est passée qui permet sans problème de passer à 150 TWh. Et puis, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est est-ce qu'il y aura un corridor. Le corridor, c'est est-ce qu'il y aura un prix minimum et un prix maximum pour ce prix de l'arène. Donc, vous voyez, beaucoup d'incertitudes sur qu'est-ce qui pourrait advenir de la casse d'EDF et du troc qui pourrait en être fait. Pour l'hydraulique, alors, il y a la mise en place d'une quasi-régie pour l'hydraulique. Une quasi-régie, c'est donc une filiale dont l'activité principale est la production hydraulique à plus de 75%. Dans l'hydraulique, il y a aussi de l'ingénierie qui n'est pas de la production. Donc, vous voyez que cette quasi-régie, qui est déjà une filialisation, ça pose aussi un problème, parce qu'en plus, ça ne dérogerait pas à la mise en concurrence sur la durée. Les concessions, elles ont été signées pour un certain délai et il y a certaines concessions qui arrivent à échéance. Et le problème, c'est que l'Europe voudrait que pour toutes ces concessions qui arrivent à échéance, il y ait une concurrence qui se fasse sur les prochaines concessions, et y compris, d'après ce qu'on a pu entendre, que les anciens concessionnaires ne pourraient pas candidater à cette mise en concurrence. Donc, ça pénaliserait énormément des entreprises comme EDF, mais aussi, on en a parlé de la CHEM, c'est-à-dire que la CHEM, donc, qui est une filiale d'Engie, serait bien à mal de pouvoir candidater sur de nouvelles concessions, alors que, comme on l'a vu, elle est plutôt dans le sud-ouest. Voilà, donc ça pose beaucoup de questions, et donc aussi, on le voit, l'électricité hydraulique, elle serait rémunérée par le marché. Ça aussi, c'est un problème. Le marché, il y a un prix de l'électricité qui varie dans le temps, et donc, ça empêche de faire des gros investissements, parce que si vous ne savez pas à moyen ou long terme quel va être le prix de l'électricité, et que vous avez des investissements importants à réaliser, ce qui se passe, c'est que vous ne réalisez pas ces investissements. Si vous ne savez pas non plus ce que vont devenir les concessions, vous hésitez aussi à faire de gros travaux dans les concessions. Et d'ailleurs, EDF a dans ses cartons, par exemple, des stations de pompage qui pourraient être réalisées et qu'elle ne réalise pas parce qu'elle ne sait pas si elle va garder la concession sur les prochaines dizaines d'années. Voilà. Donc, tout ça met des incertitudes dans le domaine de l'énergie, et c'est surtout, ça met aussi des incertitudes pour les investissements qui ne se font pas. Donc, si on résume un peu ce nouvel Hercule 2020, c'est une proposition qui est pire que celle qu'on avait en 2019.
Donc, parce que, comme on l'a vu, eh bien, c'est le transparent suivant, c'est une séparation des Jean-Paul, activités. Oui, est-ce que tu veux qu'on réponde à une série de oui, questions oui, là, parce qu'il allons-y. y a Ouais, ouais. déjà quelques questions qui arrivent. Donc, en particulier sur enfin, c'était plutôt une question sur sur une diapo que tu avais passée avant, sur la DOAT 1 et 2. Pourquoi il y en a un dans le vert, pourquoi il y en a un dans le bleu? Alors, on peut peut-être revenir deux transparents avant. Donc, pourquoi il y a de la DOAT qui est supprimée? Parce que la DOAT aujourd'hui, donc c'est elle qui fait l'optimisation amont-aval trading. Donc aujourd'hui, eh bien, comme on est dans une entreprise intégrée, on a une DOAT qui est unique puisque en fait, la DOAT, elle regarde quel est le prix, le prix de marché de l'électricité, quel est le prix de production de l'électricité, et c'est elle qui va en gros dire je démarre une centrale thermique ou j'ouvre les vannes de l'hydraulique. Donc c'est elle qui pilote tout ça. Demain, dans des entités qui seraient séparées les unes des autres, eh bien c'est chaque entité qui gérerait, qui optimiserait en gros sa production en fonction du prix du marché. Donc, si vous voulez, on sait bien que l'optimisation de différentes entités n'est pas l'optimisation d'une entité globale. Et c'est bien ce qu'on défend, nous, à la CGT, dans l'entreprise intégrée, c'est qu'aujourd'hui, en ayant une entreprise qui a et le nucléaire, et l'hydraulique, et le thermique à flamme dans une seule entité, eh bien, ça nous permet d'optimiser le kilowattheure pour tous les usagers. Et demain, donc, ça serait une optimisation par entité. Le bleu optimiserait ses kilowattheures, le azur optimiserait ses kilowattheures et le vert optimiserait ses kilowattheures aussi au niveau, par exemple, du renouvelable. Très bien. Sur la R&D, quelqu'un qui intervient pour dire que notre président s'était engagé pour avoir une R&D intégrée. Est-ce que c'est possible? Alors déjà, on a déjà, et c'est intéressant qu'on soit sur ce transparent, vous voyez le cas de RTE. Qu'est-ce qui s'est passé avec RTE quand RTE, finalement, est devenue une entité indépendante? Eh bien, nous, à la R&D, et puis je peux en parler parce que moi, je suis sur le site des Renardières en région parisienne, on avait des immenses laboratoires qui travaillaient justement pour le réseau. Eh bien, du fait de la réglementation européenne, aujourd'hui, on n'a plus le droit de travailler pour RTE. Donc, on voit bien que la R&D, on a parlé d'entreprise intégrée aujourd'hui, elle est intégrée, mais RTE est quand même de son côté, et y compris la R&D. Alors, on continue à travailler sur les réseaux pour une entité qui s'appelle le CIST, là, qui fait du réseau entre les centrales avant d'arriver sur les réseaux de transport, mais on ne travaille plus pour RTE. Donc, demain, on peut imaginer, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que la R&D d'RTE, elle est partie avec RTE. Elle n'est pas restée à la R&D. Donc demain, avec des entités séparées, on pourrait avoir une R&D qui pourrait être spécifique au nucléaire. Dans le nucléaire, il y a notamment sur les matériaux, il y a de la R&D spécifique. Mais vous voyez que dans le nucléaire, il y a aussi du béton. Eh bien, on se sert aussi de ce qu'on a pu apprendre sur l'hydro. Donc aujourd'hui, et y compris sur l'EDF Vert, c'est pareil. Moi, je travaille pas mal pour EDF Commerce. Eh bien, on peut utiliser des outils qui ont été faits, par exemple, pour le nucléaire, qu'on va réutiliser dans le commerce, par exemple, des codes de mécanique des fluides qu'on va utiliser pour le traitement de l'air, par exemple. Vous voyez, donc, la R&D, ce qui fait sa puissance aujourd'hui, c'est qu'elle est unique et travaille pour tout le groupe. Et du coup, eh bien, il y a du foisonnement entre les activités qu'il peut y avoir à la R&D. Jean-Paul, merci pour cette réponse. Quelqu'un nous dit que ce type d'opération qui vise à séparer les actifs nucléaires et les autres actifs ont déjà été faits dans d'autres pays, en particulier pour permettre la transition écologique. Il te pose la question de savoir si ce n'est pas une étape nécessaire. Alors, une étape nécessaire. Ce qu'il faut bien voir dans cette opération, c'est une opération financière. C'est-à-dire que, et ça a déjà été fait dans d'autres pays, on a par exemple le cas de l'Allemagne, où ils ont fait un peu des opérations similaires en mettant justement dans des filiales
toutes les activités renouvelables qui se sont empressées de mettre en bourse. Et effectivement, eh bien ça a rapporté des milliards qui ont fait que pour une entité qui était secondaire dans le groupe qui regroupait toutes les activités renouvelables, ça valait même plus que la maison mère qui assurait la grosse production d'électricité. Vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on a pour modèle de valoriser en bourse des entreprises ou est-ce que notre modèle, c'est d'assurer le service public de l'électricité, c'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton, on continue à avoir de l'électricité chez nous. Si soit on travaille, parce que vous voyez souvent ces entités qui sont très valorisées en bourse, c'est finalement des petites entités qui profitent de la conjoncture actuelle qui fait que les énergies renouvelables sont subventionnées, qu'elles ont une vue à long terme avec des tarifs assez intéressants, très valorisés de leur électricité renouvelable, mais ce n'est pas ça qui amène le courant chez les usagers, parce que sinon, on se retrouverait en hiver sans vent, sans électricité. Donc, il faut bien voir que ce qui amène aujourd'hui l'électricité chez les clients, chez les usagers, eh bien, c'est l'énergie de base avec les moyens pilotables. Mais les moyens pilotables, effectivement, ce n'est pas ceux qui est valorisé en bourse, mais en tout cas, c'est ce qui permet d'avoir la continuité du service public de l'électricité. Alors, il y a aussi une question. Il y a des questions sur Enedis. Quel sort pour Enedis? Est-ce qu'il y a un risque de privatisation à 100%? Et avant que tu répondes à la question, je voulais faire remarquer que Philippe intervient dans le chat pour faire la relation entre EDF et Engie et aussi la traduction sur la boîte pour EDF qui s'appelle GEM chez Engie. Donc Philippe, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Donc je te laisse répondre peut-être à la question sur Enedis parce que je pense que les salariés d'Enedis sont nombreux aujourd'hui. Alors Enedis, bien entendu, effectivement, Enedis, ça ne vous a pas échappé qu'ils se retrouvaient dans le paquet vert quand même. Donc effectivement, le paquet vert, c'est un paquet qui va être plus privatisé, on va dire, que le paquet bleu, qui ne sera pas forcément à 100% le paquet bleu, mais Enedis se retrouve du côté vert. Le problème, c'est que effectivement, Enedis, c'est une filiale régulée. Qui dépend beaucoup dans son chiffre d'affaires, dans son fonctionnement, de la commission de régulation de l'énergie qui fixe en gros le TURP, qui est la rémunération de la distribution pour Enedis. Donc là, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que Enedis, c'est un monopole. Et donc, on retrouverait un monopole qui serait privatisé. Ça poserait un gros problème quand même. Donc, bien entendu, ce n'est pas le modèle que nous, à la CGT, on défend. Nous, on défend un modèle, on y viendra à la fin, un modèle 100% public, parce qu'on estime que l'électricité, c'est un bien fondamental. Et bien entendu, quand on parle de l'électricité, on parle de la production, on parle du transport, on parle de la distribution, on parle de la commercialisation. Donc, pour nous, c'est un tout. Et on est absolument aussi vent debout contre le fait de privatiser, bien entendu, Enedis. Philippe, est-ce que tu veux intervenir et faire tes commentaires et faire la relation entre EDF et Engie, en tout cas sur la ressemblance tout de suite, ou pas? Oui, évidemment, merci de me donner la parole. Dans le propos de Jean-Paul, on ne peut, ou je ne peux évidemment que souscrire à ce qu'il a expliqué comme étant un parallèle et le tout, je dirais, drivé par l'État actionnaire ou l'APE qui est présente au conseil d'administration de l'une et de l'autre, et puis avec des commissaires du gouvernement qui sont des gens de la DGEC. On voit bien que la situation est différente dans le tour de table au conseil d'EDF que celui d'Engie, où les actionnaires, comment dirais-je, indépendants, sont beaucoup plus représentés que l'État. On l'a vu d'ailleurs, vous avez suivi l'actualité de Suez et l'État qui s'est retrouvé en minorité. Donc le tout pour dire que les opérations et la construction des opérations, dans le découpage d'Engie, c'est ce que je mettais dans le chat,
le processus de découpage a été exactement le même. On a fait des prémices ultra secrètes. On a commencé à donner un nom de code qui s'appelait White, après qui s'est transformé en Orange, avec les petites, on va dire les petits cubes de couleurs que nous on n'a pas eu la chance d'avoir parce que ça se faisait tout entièrement sans document. Tout était top secret. Et puis ça changeait de nom et on changeait les entités pour savoir ce qui était le plus rentable ou équitable à long terme. Le tout avec une actualité, je dirais, boursière et économique qui changeait et qui faisait que les petits pavés de couleur changeaient de côté. Donc ça vous donne à peu près l'ambiance. Sur la distribution d'énergie, moi je souscris complètement encore une fois parce que ce qui se passe du côté de GRDF et que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est exactement la même solution chez Enedis avec les régions, les départements, les villes, les métropoles et j'en profite également pour faire le parallèle parce que je suis assez bien l'actualité belge et l'actualité belge sert de laboratoire. En Belgique, et ça vous échappera pas, sur l'activité d'autoconsommation qui en France est aussi encadrée. Les Belges avaient dans un premier temps obtenu de ne plus avoir à souscrire les taxes locales qui étaient liées en fait à la participation au réseau de distribution locale. Et en fait, les politiques belges sont revenus et ont refait machine arrière parce que même si il y avait des microgrids locaux, il fallait bien que quelqu'un entretienne l'infrastructure. Donc pour vous dire que c'est devenu l'activité énergétique extrêmement complexe et que à chaque fois que l'on privatise l'un ou l'autre des énergéticiens, eh bien on fait rentrer au capital les banques d'affaires, hein, toujours les mêmes, Morgan Stanley, etc. et tous les autres. Et eux, ils ont une vision capitalistique du business qui est en totale opposition évidemment avec la PPE de la CGT que l'on porte. Et j'attire votre attention parce que c'est extrêmement dévastateur et destructeur. À partir du moment où on voit une érosion de la rentabilité, c'est très clair. Moi, je peux vous dire, ils prennent pas du tout de gants. C'est allez hop, Jean-Pierre, tu vends. Merci. Jean-Paul, il y a d'autres questions, mais peut-être que tu peux reprendre le cours de ta présentation et on reprendra des questions après. OK. Donc, on était donc un peu sur la conclusion et de toute manière, donc pour analyser tout ça, donc une proposition qui est pire donc qu'en 2019, notamment au travers de ces séparations de la production et de l'hydraulique. Hein. Donc, il y avait une possibilité on va dire, de préserver l'hydraulique au travers des SIEG. Les SIEG, c'est des services d'intérêt économique et général. Donc, c'est des sortes de services publics reconnus par l'Europe. Hein. Et ça permettrait, si on mettait l'hydraulique en SIEG, ça permettrait d'éviter la mise en concurrence pour l'hydraulique. Mais ce que ne veut pas EDF, c'est que j'ai cru comprendre que ça rapporterait moins d'argent à EDF que d'être dans un service de ce type, un service donc d'intérêt économique et général. Donc, c'est pour ça que EDF a fait la proposition de cette quasi-régie qui est une filialisation. Et bien entendu, bon, il y a quand même des questions qui sont essentielles. Hein. Quelles sont les activités vis-à-vis des activités régulées, hein, parce que, bon, on vient de le dire pour GRDF et Enedis, eh bien, ces activités, elles profiteraient donc à des actionnaires privés, ce qui pose quand même un problème vis-à-vis d'une situation de monopole. Ça serait effectivement un premier pas vers la privatisation d'Enedis, hein, et peut-être que opposé, parce que dans le cadre d'Enedis, on voit bien qu'il y a des concessions qui sont hyper rentables, notamment les concessions qu'il peut y avoir en métropole, par exemple, où on a une concentration importante d'usagers par rapport à des concessions en campagne où eh bien, vous avez des kilomètres de ligne pour finalement, au bout, des fois, avoir une seule ferme au bout. Donc, la FNCCR, qui est la Fédération nationale des concessions rurales, eh bien, elle voit bien le danger. C'est-à-dire qu'en ayant privatisé Enedis, on pourrait se dire, tiens, on va peut-être privatiser les concessions qui rapportent beaucoup,
des métropoles. Et puis, du coup, on va laisser de côté les concessions rurales qui, elles, rapportent beaucoup moins ou peut-être coûtent, quoi. Donc, eux, ils sont totalement opposés à ce découpage. Hein. Bon, il y a beaucoup de représentants des élus qui sont dans le CCR, hein, puisque c'est eux qui ont qui possèdent le réseau et qui en fait délivrent la concession à EDF pour l'exploiter. Donc eux, ils sont vraiment opposés à cette notion de concurrence. Voilà. Alors, on va passer deux transparents là, puisque j'arrive à la holding financière, puisque en fait, il y a donc le modèle qui est présenté par l'Union européenne, qui va encore plus loin, on va dire, hein, par rapport à ce nouvel Hercule 2020, et qui propose donc de faire une holding financière, c'est-à-dire que chaque entreprise qu'on a vue, le bleu, le vert et l'azur, serait totalement indépendante. Et elle devrait garantir donc sa propre survie, c'est-à-dire que, eh bien, aujourd'hui, vous voyez l'intérêt, c'est que le fait d'être réunis dans un seul groupe, eh bien, quand vous avez un problème sur l'hydraulique et que vous l'avez pas sur le nucléaire, eh bien, grosso modo, ça va s'équilibrer ou vice-versa. Demain, si chacune des entités est indépendante, quand vous avez un problème d'un côté, eh bien, ça s'équilibre pas et donc vous avez du déficit d'un côté, du bénéfice d'un autre, mais vous ne pouvez pas en profiter au travers de ça. Alors, donc ça, quand même, ça rajoute encore un problème. Hein. Donc, cette holding, ça ferait quoi finalement? Ça consoliderait les comptes, c'est-à-dire qu'au global, eh bien, on prendrait chacune des entités indépendantes et puis au niveau des comptes, on ferait un compte global pour l'ensemble, mais dans le fonctionnement, il n'y aurait plus aucune connexion entre les entreprises et donc chacune aurait son autonomie de gestion. Et donc ça veut dire que on le voit bien avec ce qui s'est passé à RTE, eh bien, vous auriez un service informatique de chaque côté, vous auriez des services achats de chaque côté, des services RH de chaque côté. Donc, il n'y aurait plus aucune aide financière qui serait croisée. Et donc, les dividendes remonteraient directement aux actionnaires sans passer par la holding. Et donc, en termes de gouvernance, ça veut dire que finalement, vous auriez une entité EDF qui serait un peu du vent, puisqu'en fait, ce seraient trois entités totalement indépendantes qui seraient dessous. Et donc, il n'y aurait plus aucune stratégie industrielle de groupe. Et puis, comme c'est le cas au travers de ce qui se passe à RT aujourd'hui, eh bien, les mouvements de dirigeants entre les entreprises ne seraient plus possibles. Vous savez qu'aujourd'hui, les dirigeants d'RTE ne peuvent pas revenir à EDF de façon fluide comme ça a pu exister par le passé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, y compris pour les salariés, ça pourrait poser des problèmes. Voilà. Donc, ce schéma de la holding financière, vous l'avez là, avec effectivement une surveillance qu'il y aurait au niveau européen de la holding financière et aussi une surveillance de toutes les activités régulées par rapport à la CRE. Donc, ça rajouterait encore des problèmes aux problèmes, on va dire, et donc ça serait vraiment une mauvaise décision. Donc, ce qui se rajoute aussi dans ces problèmes, c'est que les entreprises pourraient être cessibles, hein, c'est-à-dire que quand vous avez partagé les différentes entités, le risque, et on l'a vu sur l'exemple précédent à Engie, c'est que vous cédiez ces morceaux que vous avez découpés, et comme on l'a vu, il y a des morceaux qui intéressent beaucoup la bourse. Hein. Donc là, on est quand même protégé par la loi, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une loi qui oblige l'État à avoir 70% d'EDF, mais on n'est pas à l'abri que la loi, elle évolue aussi. Hein. On l'a vu, il y aurait encore plus de concurrence dans cette holding, puisque chaque entité voudrait, bien entendu, faire le maximum pour engranger des bénéfices. Hein. Et puis, bien entendu, comme on n'aurait plus d'entreprise intégrée, on peut se poser des questions sur les synergies, la mobilité et aussi les garanties collectives, hein, comme on l'a vu sur Engie. Ça devient difficile de muter dans l'entreprise tout en gardant le statut. On a déjà vu que dans l'entreprise EDF, il y avait effectivement déjà des filiales qui étaient dans les business units, des gens qui vont passer de la maison mère à la filiale, etc. Mais chaque fois, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait du statut quand même. Hein.
Voilà, donc tout ça, c'est des problèmes à venir. Donc j'en arrive à la conclusion. Donc ce découpage, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui nous arrive pour l'instant, eh bien, ça arrive dans une crise quand même qui est considérable. On n'a pas connu une telle crise depuis jamais d'ailleurs, parce que ça n'a jamais été aussi fort. Et c'est la période que choisit l'État et l'Europe pour nous attaquer et pour casser un modèle qui, lui, a fait ses preuves pendant 75 ans. Donc, on voit bien qu'au travers d'Hercule, eh bien, c'est une augmentation des logiques de marché, un pilotage qui va être totalement axé sur la performance financière, donc avec bien entendu, comme on l'a vu, une exposition au risque plus élevée, parce que chaque entité étant indépendante, eh bien, quand elle aura un problème, ça va la pénaliser directement, avec des entités qui pourraient être cessibles et des OPA qui pourraient arriver sur des morceaux qui seraient repris par petit à petit et puis peut-être entièrement à la sortie par des fonds privés. Et surtout une désoptimisation industrielle de tous nos outils de production, avec pour les usagers, bien entendu, une augmentation des coûts, puisqu'aujourd'hui, eh bien, le fait d'être dans l'entreprise intégrée, ça contribue à avoir des coûts plus bas. Voilà. En conséquence, donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation des tarifs, que peut-être, vous voyez, aussi au travers des tarifs régulés qui organisent une péréquation, donc tout le monde sur tout le territoire, que vous soyez en métropole, au fin fond de l'Aveyron ou n'importe où, tout le monde paye le kilowattheure le même prix autour du tarif régulé, hein, puisqu'il y a donc une péréquation qui fait, y compris dans les îles, qui fait qu'on paye sur tout le territoire français et sur les îles, on paye le même prix. Ça, de même, eh bien, ça pourrait être aussi remis en question. Et on voit bien qu'au travers des lois qui ont été déjà votées et qui mettent de plus en plus vis-à-vis des régions des prérogatives sur l'énergie, eh bien, ça peut aussi conduire à faire exploser tout ça, quoi. Donc, tout ça, ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit à une fin d'EDF, une fin programmée de notre service public, une concurrence accrue entre les entreprises du groupe et aussi une indépendance. On peut se poser des questions sur notre indépendance énergétique, hein, parce que effectivement, ça va nous mettre en difficulté pour la suite. Et aussi, ça va mettre en difficulté la politique industrielle. Vous savez que la France a beaucoup perdu au niveau de son industrie au cours des dernières années. L'énergie, ça reste encore un domaine important sur l'industrie. Hein. Pour exemple, vous voyez, les salariés qui travaillent autour du nucléaire, c'est pratiquement 220 000 personnes en France. Hein. Donc, c'est notre industrie, en tout cas ce qu'il en reste, elle est très dépendante de l'énergie. Et donc, ça va rajouter des difficultés. Et puis, pour nous, les salariés, des garanties collectives qui seront fragilisées. On voit bien ce qui s'est déjà passé à Engie et qui pourrait nous arriver aussi à nous, hein, et notamment au travers de la mobilité. Voilà. Donc, nous, cette transformation, bien entendu, on s'oppose à toutes ces transformations, hein, parce que déjà, ça se fait dans la plus grande opacité, sans aucun dialogue social. On ne regarde absolument pas quelle est la planification des infrastructures, des aménagements, etc., qui sont pour le futur. Et puis surtout, les usagers, là-dedans, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas du tout quels sont leurs besoins et on regarde plutôt l'argent qu'on pourrait en retirer, de la mise en bourse de certains morceaux, quoi. Donc ça, c'est inacceptable, hein. Mais ça ne veut pas dire que la situation actuelle nous convient aussi, hein, puisque vous voyez la situation actuelle qui fait que EDF brade une partie de son électricité pour que ses concurrents fassent du profit dessus. On ne peut pas accepter une telle solution, hein. Donc nous, ce qu'on demande à la FNME-CGT, hein, la Fédération nationale des mines et de l'énergie de la CGT, c'est qu'on fasse déjà un bilan objectif de la déréglementation. Cette déréglementation, elle nous avait été vendue comme quoi elle allait faire baisser les prix. On se rend compte que c'est absolument pas ce qui se passe et c'est tout le contraire. Parce que les tarifs augmentent, parce que les services se dégradent, on le voit bien au travers des pertes d'effectifs qu'on a dans tous les services, et que les emplois se précarisent, parce que bien entendu, eh bien, souvent, c'est des emplois qui vont être sous-traités à l'extérieur. Donc, nous, on s'oppose à ça.
au prétexte que l'énergie, c'est un bien vital qui ne peut pas être géré avec une logique de marché. Et donc, nous, on met en avant un programme progressiste de l'énergie qui se base sur les besoins et les enjeux climatiques pour l'intérêt de tous. Hein. Donc, vous avez vu, on appelle ça le programme pluriannuel de l'énergie. Vous avez vu qu'il y avait eu la PPE, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, ne pas confondre la PPE et le PPE, qui est le programme porté par le CGT, qui a pour but de donner du sens au service public de l'énergie et à notre travail. Alors, si on revient sur ce PPE, qu'est-ce qu'il est? Bon, en gros, si vous voulez, il demande de revenir à un service 100% public, c'est ça qui est déjà important, c'est-à-dire qu'on revienne à des EPIC, des établissements publics industriels et commerciaux, pour assurer ce service public de l'énergie, qui ferait aussi l'efficacité et la performance énergétique. Donc, bien entendu, on est pour que la fiscalité aussi, elle lutte contre le changement et le réchauffement climatique. Donc, ce PPE, il se préoccupe aussi du réchauffement de la planète, mais il veut aussi lutter contre la précarité énergétique, notamment en agissant sur les taxes. Vous savez que dans votre facture EDF, aujourd'hui, vous avez pratiquement un tiers de la facture EDF qui représente des taxes. Et donc, eh bien, un tiers, c'est pratiquement le transport et transport-distribution, et un tiers, c'est la production. Et bien, sur ce tiers de taxes, on pourrait déjà les diminuer dans un premier temps, et puis aller vers une suppression des taxes sur l'énergie, puisque l'électricité est un besoin fondamental. Donc, tout ça pour qu'il y ait un droit à l'accès à l'énergie avec interdiction des coupures. Les précaires énergétiques n'arrêtent pas de grossir. Si les tarifs venaient à augmenter de l'électricité, eh bien, ça plongerait encore de nouvelles populations. On les estime à peu près déjà aujourd'hui à 12-13 millions de personnes qui sont dans la précarité. Eh bien, demain, en augmentant l'électricité, ça serait encore pire. Voilà. Donc, il faut absolument sortir l'énergie du marché, puisque la concurrence a fait exploser les prix. Il faut aller, au contraire, de désintégrer l'entreprise, aller vers une intégration optimisée de l'ensemble des énergies. Alors, vous voyez qu'on a parlé d'électricité, mais on demande aussi qu'on revienne à un EPIC 100% public pour le gaz, hein, parce que les deux énergies sont forcément liées. Si demain, on avait un blackout électrique, eh bien, ce n'est pas pour autant que vous auriez du gaz, parce que le gaz, il est dépendant de l'électricité pour ses compresseurs, pour envoyer du gaz dans les tuyaux. Eh bien, si on était demain soumis à un blackout électrique, il y aurait aussi des problèmes sur le gaz. Donc, le PPE, il essaye de voir l'ensemble de la cohérence des deux EPIC, gaz et électricité. Et bien entendu, vis-à-vis des garanties sociales, nous, on a un statut qui est commun pour les électriciens, les gaziers, etc. On veut des garanties sociales fortes pour l'ensemble des travailleurs dans toutes les filières énergétiques. Voilà un peu rapidement brosser ce PPE, qui d'ailleurs est déjà, les militants de la CGT portent ce PPE vis-à-vis des élus, dans les mairies, vis-à-vis des députés, des sénateurs, voilà. Donc, bien, écoutez, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses s'il y en a. Alors, il y a beaucoup de questions sur le statut, sur l'avenir des activités sociales aussi. Philippe, je crois avoir vu passer que tu avais un exemple concret à nous donner sur le statut. J'ai cru voir ça passer sur le chat, donc je te laisse la parole sur cette partie-là. Oui, merci Virginie. Un exemple très concret à travers ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure. Le dernier cycle combiné gaz qui est en construction en France à Landivisio, à la pointe de Bretagne, est construit, vous allez le voir, dans un espèce d'agrégat et un morcellement de filiales qui conduit au bout du bout à des salariés qui ne sont et ne seront pas au statut. Le projet est porté par Total. En fait, il est porté par la filiale de Total Direct Énergie qui a créé des sous-filiales à qui mieux mieux, dont celle qui opérera la centrale qui s'appelle la Compagnie électrique de Bretagne, la CEB. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les gens qui ont souscrit à cette filiale, la CEB, c'est Siemens. Siemens, qui n'est pas une entreprise du périmètre des industries électriques et gazières,
qui n'est pas adhérent à l'UFE ou à l'UNEMIG, et qui va opérer pendant 25 ans la maintenance et l'opération de cette centrale de l'Andivisio. Donc, autant vous dire qu'à partir du moment où c'est une entreprise qui n'adhère pas à l'UFE et ou à l'UNEMIG, les personnels ne seront évidemment pas au statut. Ce genre d'opération, vous le rencontrez également dans toutes les opérations ENR, hein, que ce soit des parcs solaires PV ou des parcs éoliens, qui soient à terre, onshore ou en mer, les futurs parcs, dont celui de Saint-Nazaire en cours de création, dont l'atterrage a été réalisé il n'y a pas longtemps. À chaque fois, on obtient ou on s'empresse de construire un morcellement des sociétés de façon à ce que personne n'y retrouve de près ou de loin ces petits. Voilà la précision que je voulais vous apporter. Est-ce que sur l'avenir des activités sociales, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Quelqu'un veut répondre? L'avenir des activités sociales, on sait déjà que déjà dans la situation actuelle, on a quand même perdu. C'est-à-dire que effectivement, autant Engie et EDF versent une partie de leur chiffre d'affaires au titre des activités sociales. Tous ces nouveaux venus à l'intérieur du système énergétique, qu'ils soient gaz ou élec, eux ne versent rien. Déjà, leurs salariés ne sont pas au statut, ce qui est déjà anormal parce qu'à la limite, ils ont droit au statut comme nous, hein, puisqu'ils sont, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, producteurs, distributeurs d'électricité, de gaz, etc. Mais en plus, leurs entreprises ne cotisent pas, quoi. Donc, plus on va émietter effectivement Engie et EDF, et plus la CCAS verra ses budgets diminuer. Ça a déjà été le cas aujourd'hui. Ça serait dans des schémas comme ça serait encore pire demain, quoi. Il y avait une question sur le devenir des tarifs, le risque d'enrôlement des tarifs et le risque de la fin de la péréquation tarifaire. Alors, le risque des tarifs, pour l'instant, on va dire que le tarif élec, il dure. Bon, le tarif gaz, Philippe pourra peut-être en parler, mais en 2023, il n'y aura plus de tarif gaz, quoi. Donc, on voit bien ce qui s'est passé sur le gaz. Là, l'électricité, donc on s'est opposé, nous, à la CGT, on voulait le maintien du tarif gaz. Hein, c'était effectivement une revendication de la CGT. On défend aussi le tarif élec, mais on comprend bien que si on n'a plus de prérogatives nationales, le risque, c'est que, y compris la péréquation, vous seriez, par exemple, dans une région qui serait forte productrice d'électricité, vous auriez de l'électricité un peu moins chère. Vous seriez dans une région en déficit d'électricité, vous auriez une électricité plus chère, quoi. Donc, le risque, à force de morceler, de régionaliser, c'est qu'il n'y ait plus cette péréquation nationale qui soit effective. Et on peut pas penser aussi aux territoires ultramarins qui seraient vraiment dans une difficulté énorme pour avoir de l'électricité et pour se développer, quoi. Donc, c'est le risque au travers des métropoles, on l'a vu, hein. Aujourd'hui, l'activité, elle se concentre dans les métropoles au détriment de la ruralité. Ça pourrait arriver pour l'électricité demain si on continue à saucissonner comme ça les entreprises. Il y a une question sur, n'y a-t-il pas, en plus de l'enjeu financier, la volonté de détruire le modèle construit par le CNR? Alors ça, bien sûr, hein, le modèle d'EDF, c'est le modèle à abattre et c'est vraiment l'anti-modèle européen. On comprend bien que la concurrence libre et non faussée vis-à-vis d'une entreprise comme EDF qui s'est construite sur un monopole, effectivement, c'était l'entreprise à abattre et on voit bien au travers des différentes réglementations qu'il y a eu en Europe et des évolutions qui nous ont été imposées que c'était effectivement le but. L'Europe n'accepte pas le fait qu'une entreprise comme EDF puisse, avec son passé et aussi son présent, puisse perdurer, quoi. Donc oui, c'est une attaque du modèle. D'autres inquiétudes quant au tarif agent. Quid du tarif agent? Alors, vous voyez qu'on a parlé du tarif tout simplement. Effectivement, le jour où il n'y aura plus de tarif, pourquoi il y aura un tarif agent? C'est aussi le risque, ça. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer en 2023 pour le gaz, hein,
Mais c'est vrai que le fait de supprimer le tarif pour tous les usagers, il y a quand même un risque qu'on supprime le tarif agent pour les salariés d'EDF. Pour l'instant, on n'a aucune information sur le sujet, mais il faut aussi anticiper ce qui pourrait nous arriver dans le futur quand même. Hein. Merci. Alors, c'est pas une question, mais c'est une remarque d'une salariée qui nous dit qu'elle pensait que EDF Bleu était l'entité qui regroupait les entités où il fallait aller, mais que finalement, elle se rend compte que on sera tous perdants, quelle que soit l'entité dans laquelle on se retrouverait dans le futur, que ce soit EDF Bleu ou EDF Vert. Voilà, il y aura effectivement, c'est une bonne conclusion, c'est que effectivement dans ce découpage, il n'y aura que des perdants, hein, parce qu'on comprend bien que, y compris une entité qui pourrait dans un premier temps paraître être gagnante dans l'opération avec on l'avait dit à une époque, une renationalisation du nucléaire. Bon, on n'a pas détaillé, mais vous savez, dans le nucléaire aussi, on voit qu'il y a beaucoup de filiales, y compris dans l'ingénierie. Vous voyez une filiale comme Advance. C'est une filière un peu créée juste pour grossir quand on a des contrats de centrales nucléaires dans le monde, mais diminuer quand on n'a plus de contrats, quoi. Donc, on voit bien que cette filialisation, elle est déjà en marche dans l'entreprise et aucune entité n'est à l'abri, effectivement, de ces évolutions. Merci Jean-Paul. Je vous propose qu'on arrête là. On arrive quasiment à l'issue on arrive à l'issue de cette heure et demie. Donc ça touche à sa fin. On n'a pas pu prendre toutes les questions parce qu'on était très nombreux. On a dépassé les 200, donc il y a eu pas mal de questions. Malgré tout, on espère quand même vous avoir permis d'y voir un peu plus clair. Nous espérons surtout vous avoir convaincu du caractère néfaste de ces orientations. Bien sûr, hein, nous vous encourageons à manifester votre opposition en participant à la journée d'aujourd'hui, à l'appel de l'intersyndicale. Ce sera de toute façon, il y a eu pas mal de questions sur quel espoir, quel avenir, est-ce qu'on peut s'y opposer. Une fois de plus, ça dépendra du rapport de force que les salariés sont capables de mettre en avant. Moi, je tiens quand même à remercier une nouvelle fois Delphine, Philippe et Jean-Paul pour leur brillante intervention, Pascal et puis Marc, bien sûr, qui était en back-office. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. À bientôt.